Et voilà, on rentre dans le cœur du sujet avec deux grandes interviews consacrées à la conquête de Mars. Bonjour Francis Rocard, vous êtes responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES et auteur notamment de l'excellent Dernières nouvelles de Mars. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de rester jusqu'à la fin de cette émission. Nous aurons également avec nous par Skype en visio Didier Schmitt, responsable exploration robotique et humaine à l'Agence spatiale européenne. Alors Cécilia Sévry, je vous propose pour démarrer que vous nous fassiez une présentation de circonstances, parce que j'étais un petit peu rapide, de Francis Rocard, pour que nos spectateurs comprennent bien pourquoi nous tenions absolument à ce que vous soyez avec nous en plateau pour parler de cette conquête martienne. Alors Francis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, pour redonner votre fonction exacte, responsable du programme d'exploration du système solaire pour le CNES. Et il faut bien dire, vous êtes un petit peu Monsieur Mars. Ça fait des années que vous tenez à informer le grand public de la recherche sur Mars avec vos livres, on l'a vu ici. Et puis surtout, vous avez participé, il faut le dire, à plusieurs grandes missions martiennes. Pour n'en citer qu'une, je citerai Mars Express, lancée en 2003, une sonde toujours en orbite aujourd'hui autour de Mars. Et puis vous avez participé à l'élaboration, d'Insight, il faut en parler, le sismomètre qui parcourt encore aujourd'hui Mars et qui nous offre de précieuses informations. On va y revenir si vous le voulez bien. Un sismomètre, c'est bien fixe. Ça parcourt rien du tout. Oui, ça parcourt rien, effectivement. Et puis tout ça, vous le faites pour le CNES, le Centre de recherche spatiale national. Alors, ma première question, c'est d'abord le rôle que joue le CNES auprès de l'ESA dans ce type de mission et dans l'étude de la planète Mars. Le CNES a dans son ADN la coopération, donc on n'a pas la prétention d'aller tout seul sur Mars, mais on coopère. Et on coopère sur Persévérance avec la NASA et avec Supercam, qui est un instrument franco-américain, comme l'a expliqué Sylvestre. Et on coopère le plus souvent, pas seulement, mais le plus souvent en fournissant des instruments. Par exemple, pour l'Agence spatiale européenne, nous avons 2 instruments français à bord de Mars Express depuis 2003. Qui fonctionne encore à peu près bien. C'est qu'il y avait quand même beaucoup d'années. Et donc, on essaye d'être présent sur toutes les missions qui partent dans le système solaire. Et donc, on commence à travailler avec les Chinois. À une époque, on travaillait beaucoup avec les Soviétiques, un peu moins maintenant. Mais on a aussi une mission de retour l'échantillon de Phobos avec les Japonais. Et puis, on va aller sur Jupiter avec JUICE, une mission de l'Agence spatiale européenne. On est un peu sur Europa Clipper, une autre mission de la NASA pour étudier les lunes glacées de Jupiter. Voilà, on essaye d'être présent le plus possible. J'ai oublié Dragonfly, un drone qui va voler dans l'atmosphère de Titan, mais pas comme Ingenuity qui va juste faire des tests. Là, c'est vraiment toute la mission qui va consister à faire des bonds sur Titan et à analyser au sol et puis se déplacer. Ingenuity, l'hélicoptère dont on a parlé tout à l'heure, qui vient d'arriver avec Persévérance sur Mars. Qui est sous Persévérance. Exactement. Et qui va être comme une poule point neuf, qui va être posée sur le sol dans quelques semaines. C'est ça. Alors avant peut-être de prolonger l'interview, on va présenter Didier Schmitt, responsable de la stratégie de la politique en matière d'exploration robotique et humaine, je l'ai dit, à l'Agence spatiale européenne. Bonjour Didier Schmitt, j'espère que vous nous entendez bien. Je vous entends très bien, merci. Alors, je voulais quand même, au-delà de votre titre officiel, vous présenter un petit peu plus personnellement, peut-être. Vous êtes un scientifique spécialisé en immunologie, médecin. Vous avez étudié les effets des voyages dans l'espace sur la physiologie et la biologie humaine. Et on vous retrouve notamment derrière les recherches cliniques effectuées sur les cosmonautes français, réalisant des vols vers la station Mir. À l'Agence spatiale européenne, vous avez contribué à mettre en place le programme d'utilisation de la Station spatiale internationale, on en reparlera, et à préparer l'exploration martienne robotique, dont la mission ExoMars. Vous avez également travaillé pour la Commission européenne sur la politique spatiale européenne. Et puis, je voulais signaler qu'à côté de vos attributions à l'ESA, vous êtes rédacteur en chef du MOOC Mars. Alors, un MOOC, c'est un mix entre le magazine et le livre. Et puis, vous êtes aussi l'auteur d'une série de BD, Safari Rouge, qui nous parle de la mission vers Mars en 2080. Voilà, je voulais préciser cela
avant de donner la parole à Cécilia qui va nous rappeler que cet atterrissage de Persévérance, c'est donc que la première étape, on l'a dit, d'un projet plus grand qui s'appelle Mars Sample Return, dont l'objectif est donc de rapporter des échantillons sur Terre du sol martien. Exactement, c'est un projet faramineux qui va se diviser, si tout va bien, si ça se passe comme imaginé, en 3 étapes. Le plan, c'est d'envoyer, après la première étape, c'était Persévérance, d'envoyer d'ici 2026 2 autres objets en direction de Mars, un nouveau rover pour aller ramasser les échantillons que va laisser derrière lui Persévérance, et puis un lanceur, une mini-fusée pour envoyer en orbite martienne les échantillons qu'on aura récupérés sur Mars. Et puis la 3e étape, eh bien, ce sera de réceptionner ces échantillons dans l'espace. Et c'est l'ESA qui va jouer un rôle très important dans cette mission, le rôle de récupérer et de ramener pour la première fois de l'histoire, c'est important d'insister là-dessus, ces échantillons martiens vers la planète Mars. Alors Didier Schmitt, quelles sont ces technologies qui sont mises en œuvre, qui relèvent de l'ESA dans l'opération ? D'abord, je peux vous dire qu'en Europe, ce n'est pas juste à l'ESA, mais aussi dans l'industrie et dans le domaine scientifique, c'est un très grand ouf de soulagement depuis donc hier soir, parce que nos investissements sur ce programme sont quand même conséquents. C'est un programme qui doit donc se finaliser en 2031 avec le retour des échantillons donc sur Terre. C'est pas rien. C'est quasiment 20 années de préparation. On a commencé il y a 20 ans à réfléchir sur ces options technologiques. 10 années encore pour avoir les échantillons. Et ensuite, je peux vous dire qu'on passera des dizaines d'années à les utiliser, à les étudier sur Terre. Alors, notre participation, comme j'ai dit, elle est extrêmement significative. On a signé déjà, donc fin de l'année dernière, le contrat pour le vaisseau de retour d'échantillons. C'est pas rien, c'est le plus grand vaisseau qui ait jamais été construit, donc il fait presque 7 tonnes pour aller vers Mars. Il a une envergure qui est plus grande qu'un Airbus A320, avec ses panneaux solaires donc de chaque côté. Donc c'est un engin, c'est vraiment un bus. Et en plus, c'est un bus hybride, c'est-à-dire que il a une propulsion électrique, donc pour aller vers Mars et pour revenir, mais pour freiner, pour se mettre autour de Mars pour freiner, il utilise donc plutôt une propulsion chimique. Donc c'est des doubles systèmes. C'est aussi la première fois qu'on réalise ce genre de choses. L'autre contribution, elle est end-to-end, comme on dit ici, c'est-à-dire qu'on lance aussi donc ce vaisseau vers Mars avec une fusée Ariane 64, c'est-à-dire donc le successeur d'Ariane 5 en ce moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous anticipons évidemment beaucoup. Comme ça se passe en 2026, eh ben, le Ariane 6, vous savez, qui n'a pas encore été lancé, on n'a pas encore testé. Donc, tout ça, ça se prépare très longtemps à l'avance. Évidemment, on prend quelques risques, mais bon, on connaît les spécifications d'Ariane 6, d'ailleurs, qui sont ajustées à ce qu'on va réaliser. Voilà, donc ça, c'est une très grosse participation avec un engagement financier assez conséquent. L'autre participation, c'est sur Mars lui-même, donc quand il faudra récupérer les échantillons que Persévérance va préparer avec les forages, les carottages, nous allons donc mettre sur le prochain lander américain qui doit d'ailleurs atterrir de façon extrêmement proche, à proximité donc de Persévérance. On va atterrir donc un atterrisseur américain avec dessus un rover européen, encore une fois, donc une très grande contribution à ce projet. D'ailleurs, l'évaluation du projet et le financement a déjà démarré. Ce sera un véhicule un peu comme un quad. Il aura à peu près 250 kilos. Et il va, avec ses 4 roues donc motrices, il va aller chercher les échantillons que Persévérance aura laissés derrière lui. Il va les récolter dans un espèce de panier. Il va revenir vers la plateforme qui aura atterri auparavant. Et là, on va avoir la 3e contribution européenne. C'est un bras robotique extrêmement sophistiqué qui va prendre les échantillons que aura voilà, le rover qu'on est en train de développer. Donc un autre bras robotique va donc prendre les échantillons, les mettre au sommet de la fusée qui est sur la plateforme qui aura atterri auparavant. La fusée va mettre en orbite ces échantillons voilà, on voit le décollage ici. Donc une fois en orbite, cette fusée va donc relâcher un espèce de gros ballon
Voilà, on le voit ici sur les images. Et c'est là que nous intervenons avec notre vaisseau de retour d'échantillon. Il faudra capturer ce ballon. Alors vous imaginez bien, avec 20 minutes de décalage de signal, tout ça, ça doit être automatisé. Trouver un ballon autour de Mars à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres heure, ça va pas être facile, mais on va y arriver. C'est vraiment exceptionnel. Alors, Cécilia. bah oui, pour revenir un petit peu aussi sur l'événement qui nous ramène ici, Persévérance, je m'adresse à vous, Francis Rocard. On va revenir tout de suite sur la mission InSight, dont on va parler, qui ne bouge pas. Hein. Donc, mettons les choses en place, qui ne bouge pas sur la planète Mars, parce qu'elle va jouer, en plus d'avoir joué un rôle sur l'étude de Mars, qui nous amène aujourd'hui à ces technologies-là, InSight a peut-être entendu l'atterrissage de Persévérance, racontez-nous. Parce qu'il y a une technologie, donc le séisme, le sismomètre. Voilà, le InSight, c'est essentiellement un sismomètre ultra performant qui a été développé donc, par le CNES. Et quand vous faites une rentrée atmosphérique hypersonique, vous avez un bang qu'on entend parfois sur Terre quand des avions passent à grande vitesse. Et ce bang, c'est une onde de choc qui se propage et qui va taper le sol. Donc il va ébranler le sol, et à ce moment-là, il va y avoir une onde qui va se propager jusqu'à notre sismomètre. Et donc, on espère avoir détecté, puisque l'événement est passé maintenant, on espère avoir détecté InSight, Persévérance. Ceci dit, Persévérance se pose quand même relativement loin, et donc on a aussi la prétention de détecter Tianwen, qui va poser un rover. Qui est la sonde chinoise, la sonde chinoise. Recontextualiser. Et ça se passera fin avril, début mai. Pareil, il y aura une sonde de rentrée, un bang hypersonique. Et donc, on a également, et ça sera peut-être un peu plus facile, si les Chinois veulent bien nous dire le jour et l'heure, parce qu'on a besoin d'avoir une bonne connaissance temporelle pour, dans un signal qui est parfois un peu compliqué, repérer l'instant où c'est effectivement le bang qui est capté. C'est vrai qu'on manque assez d'informations sur les missions chinoises en règle générale. Peut-être qu'on peut en parler parce que, vous l'avez dit, c'est Tianwen qui est arrivé en orbite martienne. Il y a eu aussi la sonde HOP des Émirats Arabes Unis. Ça commence à faire beaucoup de monde qui vise comme destination la planète Mars. Est-ce qu'il y a besoin aussi d'encadrer ces relations aujourd'hui internationales autour d'un même objectif d'exploration ou de conquête même? Alors, encadrer, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Par contre, on discute, on coopère. Et le but, les Émiratis sont venus nous voir au tout début de leur projet. Ils avaient vraiment la volonté, d'une part une volonté politique, d'envoyer une sonde vers Mars pour les 50 ans de réunification des Émirats. Et c'était d'ailleurs un succès, puisque la sonde est à l'heure. Mais ils avaient cette volonté de faire une mission qui est un ajout scientifique original. Et d'ailleurs, cette mission est assez originale, il faut bien le dire. Elle est sur une orbite très particulière. Elle est relativement loin de Mars. Et pendant à peu près le tiers de son orbite, elle est marso-stationnaire. C'est-à-dire qu'on va rester, comme vous savez, il y a des satellites géostationnaires sur Terre. Ils sont fixes par rapport à un point de la surface. Et là, on sera fixe par rapport à un point de la surface sur Mars. Et donc, la mission est essentiellement dédiée à la météo. C'est-à-dire l'apparition de nuages avec des caméras, spectre infrarouge, spectre UV, mais aussi l'émergence de tempêtes de poussière. Donc c'est ça qui va être observé avec Hope et qui n'a jamais été fait auparavant. Alors moi, je voulais relancer Didier Schmitt sur la Station spatiale internationale. Je disais que vous aviez contribué à mettre en place son programme d'utilisation. Est-ce que l'ISS va encore avoir un rôle à jouer dans l'avenir sur cette conquête spatiale et ces vols vers Mars ? Absolument. Peut-être même encore plus aujourd'hui, parce qu'effectivement, les missions robotiques vers Mars, d'abord, vous avez compris, c'est extrêmement compliqué, mais on se prépare évidemment dès aujourd'hui déjà aux missions martiennes habitées, puisque, il faut dire ce qui est, on a parlé un peu de géopolitique, la course entre la Chine et les États-Unis est quand même lancée, comme l'a été un petit peu les missions Apollo dans les années 60 entre l'URSS et les États-Unis. Donc l'ISS fait du sens parfaitement parce que c'est quelque chose de relativement proche. La Station spatiale internationale vole à 400 km d'altitude seulement, donc c'est vraiment la banlieue terrestre. Par contre, la Lune, c'est déjà un petit peu plus loin, c'est 1000 fois plus loin, c'est 400 000 km, et Mars, au plus loin, quand Mars est au plus loin de la Terre, on est à 400 millions de kilomètres.
Donc ça veut dire que l'ISS est là vraiment comme terrain d'entraînement pour préparer les missions futures. D'ailleurs, les missions lunaires, nous, à l'Agence spatiale européenne, nous sommes 50% partenaires de la nouvelle station donc orbitale lunaire qui s'appelle le Gateway. Et voilà, ça c'est aussi une très grande contribution. Vous voyez la partie arrière de ce vaisseau, le vaisseau Orion, la partie propulsive et de support vie est réalisée par l'Agence spatiale européenne. C'est-à-dire qu'aucun astronaute américain ou autre n'ira dans les prochains temps sur la Lune et autour de la Lune sans la technologie européenne. Donc nous avons un programme complètement intégré avec la NASA pour l'exploration lunaire. Donc encore une fois, l'ISS fait du sens. On va pousser sa durée de vie jusqu'à la fin de la décennie et certainement encore plus loin en changeant éventuellement des modules qui sont obsolescents, puisque ça fait déjà 20 ans qu'elle orbite là-haut. Voilà. Donc ça, c'est là une des versions donc, de la station spatiale, donc le Gateway, qui va orbiter autour de la Lune à partir probablement vers 2025-2026. Et voilà une de nos contributions qui vient d'être délivrée par le vaisseau Orion et le module de service européen. Donc la moitié de cette station sera fabriquée en Europe, même un peu plus de la moitié, puisqu'une partie américaine est aussi fabriquée en Italie. Bon, cocorico. Alors, Didier Schmitt. Je voulais faire aussi réagir Francis Recart sur pourquoi tout le monde s'intéresse à Mars là en ce moment. Alors, il y a, je dirais à très court terme, il y a simplement qu'il y a des fenêtres de lancement et donc tout le monde part à peu près en même temps. C'était en juillet 2020 et tout le monde arrive à peu près en même temps. Donc ça, c'est pas tout à fait un hasard. Il y avait même 4 voire 5 missions prévues pour le lancement de 2020. Il y en a 2 qui ont pris du retard. ExoMars sera pour la prochaine fenêtre. Vous savez qu'on part tous les 2 ans, donc 2022 pour ExoMars. Et MMX, qui est la mission japonaise de retour l'échantillon de Phobos, elle a pris 4 ans de retard. Donc elle est sur 2024. Mais donc à très court terme, on est tous ensemble. On ne peut pas partir vraiment à des dates quelconques. On est fixé par la mécanique spatiale. Après, sur le long terme, c'est ce que j'expose dans mon livre, c'est tout le fait que, donc oui, la station spatiale a du sens, comme l'a dit Didier Schmitt, mais à un moment, il va falloir passer à autre chose et aller sur l'espace lointain. Et l'espace lointain, comme les Américains sont déjà allés sur la Lune, ils veulent aller sur Mars. Ça, c'est une certitude. Ils le disent depuis fort longtemps et je pense qu'ils vont le faire dans les 3 décennies qui viennent à peu près. Mais ça ne se fera pas comme ça s'est fait Apollo, c'est-à-dire en 8 ans, on fabrique tout, on fabrique la fusée, on fabrique l'annuisseur et on met les astronautes et on part. Non, ça c'est pas possible. Donc il va falloir des étapes successives stratégiques qui vont permettre de développer les technologies nécessaires. Quelques exemples, par exemple, probablement qu'il va falloir développer le nucléaire spatial. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile, notamment pour tous les aspects sûreté de lancement. On voudrait exploiter les ressources, notamment l'eau sur la Lune et sur Mars. C'est également extrêmement difficile. Est-ce qu'on saura le faire? Point d'interrogation. Mais tant qu'on n'y est pas allé, on ne peut pas répondre à cette question. Pour utiliser les ressources sur place. Voilà. Pour l'eau, on en a besoin. Pour un équipage qui partirait vers Mars pour un voyage de 7 mois, y compris sur Mars, mais aussi pour fabriquer des ergols, c'est-à-dire du carburant de fusée. Ouais. Donc il y a un attrait énorme de pouvoir exploiter cette eau. Alors c'est plutôt au pôle sud de la Lune qu'on voudrait l'exploiter. Et donc le choix stratégique, le chemin pour aller vers Mars, c'est de passer par la Lune et donc cette fameuse Gateway, mais aussi le pôle sud. La Gateway, elle va être sur une orbite particulière pour pouvoir accéder au pôle sud. Et ça va ça va nous occuper pour les années 2020, peut-être 2030. Et après seulement, on va voir des premières missions automatiques ou habitées partir vers Mars, pas encore sur Mars, mais au moins en orbite et vers 2040-2050, le sol de Mars. C'est s'il y a une dernière question. Oui, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un astronaute européen aller sur la Lune d'abord, puisqu'on parle de la Lune, Didier Schmitt? Alors, je peux vous certifier que ce sera le cas. Nous sommes actuellement en pré pour parler avec la NASA. Nous avons des réunions donc avec nos États membres et on va probablement prendre une décision d'ici quelques semaines pour avoir le mandat de négocier pour qu'il y ait un Européen sur la Lune avant la fin de cette décennie. Évidemment, ce ne sera pas avec nos moyens, ce sera avec des moyens américains, mais comme je vous ai dit, en échange de ce genre de vol, comme on le fait pour ISS, pour Thomas Pesquet,
Et on aura 3 astronautes autour de la Lune dans le Gateway, c'est parce que nous participons de façon significative. Donc on est en train de définir la participation significative d'une mission sur une mission donc lunaire au sol, et ce sera très certainement un très gros lander qui amènera du matériel scientifique et technologique aux astronautes qui vont atterrir, et en échange de quoi on demandera donc un siège pour un Européen lors d'un vol d'ici 2029-2030. Alors, pour terminer, avant de se séparer en quelques secondes, si on ramène ces échantillons sur Terre et qu'on trouve une trace de vie passée, qu'est-ce que ça va représenter ? Ça sera une énorme découverte. Vous savez, je pense que depuis 5000 ans, l'humanité se pose la question, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ? Il faut savoir que Mars, c'est l'endroit le plus facile d'accès mécaniquement où la question se pose. Et donc c'est pour ça qu'on en est à la 50e mission martienne, ça fait beaucoup. Et donc on aura une première réponse, oui ou non la vie est apparue sur Mars. On ne saura pas, avec ces échantillons, si cette vie est la même que la nôtre, basée sur l'ADN, par exemple. Parce qu'on a très très peu d'espoir de trouver de l'ADN pour l'instant. Il faudra probablement d'autres missions. Et vous savez qu'on ne perd pas l'espoir de trouver de la vie vivante, mais elle est en grande profondeur sur Mars, plusieurs kilomètres. Et là, il faudra des hommes à la surface de Mars. Il faudra probablement un derrick de plusieurs tonnes pour arriver à faire des forages de quelques kilomètres. Merci. Et donc, ce sont plutôt des recherches de preuves indirectes de vie ancienne aujourd'hui qui sont recherchées. Merci beaucoup. Merci à Didier Schmitt d'avoir été avec nous en visio, responsable exploration robotique et humaine à l'Agence spatiale européenne. On a bien compris l'imbrication technologique qui existe désormais entre l'Europe et les États-Unis. Et merci Francis Rocard, responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES. Vous restez avec nous d'ailleurs. On va écouter Camille, qui est une jeune femme qui aspire à devenir astronaute. Elle va nous raconter comment elle s'y prépare.